Les trous noirs. C'est probablement ce qu'il y a de plus mystérieux dans l'univers. Ce sont des objets qui ne ressemblent à aucun autre. Ils ne brillent pas. Ils n'émettent aucune lumière. Ils attirent et dévorent tout ce qui passe trop près d'eux. Ils sont si silencieux dans l'univers, mais pourtant on en entend parler partout. Mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est d'où viennent ces trous noirs? En d'autres termes, l'un des plus grands mystères chez les trous noirs, c'est comment apparaissent-ils? Alors pour certains, vous savez que certains trous noirs naissent de la mort des étoiles. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler que de ça. On va aussi parler de ce que vous ne savez pas. Et vous allez voir à quel point c'est fascinant. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est justement parce qu'on en a observé. On a vu, à près de 13 milliards d'années-lumière de là, des trous noirs en train de naître. Et ce qu'on y voit est magnifique. Comment est-ce qu'un trou noir, ce monstre de gravité absolue, peut apparaître dans un univers comme le nôtre? Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Alors je sais, j'ai fait pas mal de vidéos sur les trous noirs, mais celle-ci me tenait particulièrement à cœur, puisqu'elle est liée directement à une actualité très récente et super fascinante. Hop là, et j'aimerais remercier Matt qui a rejoint la chaîne il y a maintenant 7 jours, merci à toi. Et si vous voulez faire comme lui et soutenir la chaîne, eh bien vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Ça vous permet d'avoir des avantages, comme voir les vidéos en avant-première par exemple. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vous fais gagner pour 1000 € de cadeaux chez Nature et Découverte. Alors c'est un concours auquel vous pouvez participer et auquel j'espère certains d'entre vous gagneront, qui se passe directement sur mon compte Instagram. En fait, vous verrez un post, en scrollant un petit peu, en cherchant un petit peu, un post où il y a écrit 1M pour les 1 million d'abonnés que j'ai eu sur TikTok récemment. Donc pour vous remercier de ça, j'ai fait ce concours-là. Vous verrez dans la description du post toutes les conditions à remplir pour participer au concours. Que le meilleur gagne, on se retrouve sur Insta. Et parce que j'ai envie d'apprendre à mieux vous connaître, la dernière fois je vous avais demandé votre âge, votre métier, et maintenant je veux savoir où vous habitez. C'est un peu étrange, mais je veux savoir un peu la région où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Normandie? Moi je viens de Normandie par exemple, et là maintenant je suis dans le sud de la France, vers Montpellier. Je préfère d'ailleurs être dans le sud parce qu'il fait beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud, et en plus il y a la mer à côté, franchement c'est pas mal. Bon, du coup dites-moi tout ça et ça me permet de voir s'il y en a qui ont les mêmes origines que moi. Sur ce, on est parti, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Dites-moi un peu vos avis en commentaire, et let's go. Les trous noirs. Est-ce que ça naît comme une étoile? Est-ce que ça grossit avec le temps? Est-ce qu'il y en a eu dès le début de l'univers? Alors déjà, il existe plusieurs types de trous noirs. Il y en a des petits, formés par des étoiles qui explosent. Il y en a des moyens qu'on connaît encore très mal. Puis il y en a des géants, des monstres supermassifs qui se trouvent au cœur des galaxies, comme celui au centre de la Voie lactée, notre propre galaxie. Mais dans tous les cas, la question reste la même. Comment un objet aussi extrême, aussi dense, aussi violent peut-il se former? Pour créer un monstre pareil, il faut accumuler énormément de matière, et très vite. Mais puisqu'on parle des trous noirs supermassifs, il faut que je vous montre quelque chose. On va aller en explorer un. Ces monstres-là ne sont pas juste planqués, tout seuls dans le noir. Ils sont souvent entourés d'un disque lumineux, immense, spectaculaire, un disque d'accrétion. Il s'agit d'un disque de matière très chaud qui tourne autour du trou noir. Le trou noir, par sa gravité monstrueuse, attire tout ce qui passe à sa portée. Mais cette matière ne tombe pas directement dedans, comme si c'était un puits. Elle va d'abord spiraler autour, un peu comme l'eau qui tourbillonne dans votre lavabo avant de s'évacuer. Mais dans ce tourbillon, les particules vont s'entrechoquer. Elles vont se frotter et elles vont se déchirer. Cette matière va alors se transformer en gaz, en plasma, et sa température va monter en flèche. On parle de millions, voire de dizaines de millions de degrés. Ce disque spectaculaire est tellement chaud qu'il est en réalité bleu, et non rouge comme on l'imagine, ou orange. La lumière qui en ressort est très énergétique. On parle là de rayons X, de rayons gamma, mais aussi d'ultraviolet. Mais comment un tel monstre a-t-il pu se former un jour dans notre univers? D'autant plus qu'il n'en existe pas 2 ou 3, il en existe des centaines de milliards, répartis un peu partout dans l'univers, au centre même de presque toutes les galaxies. Eh bien, pour en arriver là, il faut comprendre la réalité. Comprendre ce qu'est un trou noir à la perfection. Un trou noir, c'est pas juste un objet physique au sens classique du terme. C'est pas une planète, c'est pas une étoile, et c'est même pas une boule de matière ultra comprimée comme on pourrait l'imaginer. C'est surtout une région de l'espace où la matière est tellement condensée sur elle-même qu'elle donne à cette région une gravité extrême. La gravité fait monter la densité qui fait monter cette même gravité. Un cercle vicieux qui atteint son seuil critique, au centre du trou noir. Et tellement cette gravité est forte, le trou noir en vient à absorber la lumière, l'emprisonnant à tout jamais. Et si la lumière, qui est l'entité la plus rapide de l'univers, ne peut pas sortir du trou noir, alors rien, aucune information, aucune matière ne peut en sortir. Ce qu'on appelle un trou noir, c'est en réalité une zone de l'espace-temps, où la matière s'est effondrée sur elle-même.
Au centre, donc là où ce fameux seuil critique est atteint, on trouve un point minuscule, théoriquement de taille nulle, donc qui n'a aucun volume, mais avec une densité et une courbure de l'espace-temps infinie. Ce serait littéralement un trou, une déchirure dans l'espace-temps. Autour de cette singularité, un peu plus loin, il y a une frontière, l'horizon des événements, et c'est le point de non-retour. Il s'agit de la surface du trou noir. Une fois que vous l'avez franchi, c'est fini. Il n'y a pas de sortie, pas de porte de secours, pas de demi-tour. Même avec un vaisseau capable d'atteindre la vitesse de la lumière, si tant est que ce soit possible, vous ne pourriez pas vous échapper. La lumière elle-même ne peut plus sortir de cette région. Et la distance entre le point central et cette frontière autour, on peut la calculer. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Autrement dit, c'est la taille du trou noir. Le rayon de Schwarzschild, c'est en réalité la taille qu'un objet doit faire pour qu'il devienne un trou noir. Par exemple, si on compressait la Terre à la taille d'une bille de quelques millimètres, alors la Terre deviendrait un trou noir. Et ce rayon de Schwarzschild serait donc pour la Terre de quelques millimètres. Par rapport à la masse de notre planète, le rayon de Schwarzschild impose à la Terre, pour qu'elle se transforme en trou noir, d'avoir la taille d'une bille de quelques millimètres. Pour le Soleil, il faudrait compter environ 3 km. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte d'à quel point la densité d'un trou noir est monstrueuse. Alors avant d'arriver à comprendre leur naissance, il faut aussi voir à quel point leur formation les impacte. Selon la manière dont ils se forment, les trous noirs seront de tel ou tel type. Le plus simple, c'est les trous noirs de Schwarzschild. C'est un trou noir qu'on dit non chargé et non en rotation. En gros, il n'a pas de charge électrique, il ne tourne pas sur lui-même et est donc parfaitement sphérique. C'est le modèle le plus simple et le plus basique, mais le plus rare. Pourquoi ? Parce que dans l'univers, tout tourne, pour plein de raisons. Et c'est pour ça qu'on parle aussi des trous noirs de Kerr. Ceux-là, ils sont en rotation. Et ça change tout. Un trou noir en rotation, ça déforme l'espace autour de lui. Il l'entraîne avec lui, comme s'il tordait le tissu même de l'espace-temps, dans sa danse. Ce phénomène, on l'appelle la traînée d'espace-temps. Et ça crée une nouvelle région autour du trou noir, qu'on appelle l'ergosphère, une sorte de bulle qui englobe le trou noir en entier, dans laquelle rien ne peut rester immobile. Tout est entraîné par la rotation du trou noir comme un tourbillon dans l'eau. Et il faudrait nager plus vite que la lumière pour contrer la torsion de l'espace-temps. Et si en plus le trou noir est chargé électriquement, on l'appelle le trou noir de Kerr-Newman. Donc là, c'est une rotation plus une charge électrique. C'est le modèle le plus général. Alors attention, on pense que dans l'univers réellement, les trous noirs ne sont pas vraiment chargés, ou alors très peu, pour la simple et bonne raison qu'ils attireraient autant de particules positives que de particules négatives. Donc au final, ça s'annule. Mais théoriquement, ça reste un cas assez intéressant. Chacun de ces types a des propriétés différentes, des géométries d'espace-temps différentes, et surtout, des comportements très différents quand on s'en approche. Des trous noirs, on en a déjà vu. Alors quand on dit qu'on a déjà vu un trou noir, c'est pas le trou noir qu'on a réellement vu. Parce que lui n'émet pas de lumière. En réalité, on voit l'ombre du trou noir. L'ombre du trou noir, ce n'est pas l'horizon des événements. L'horizon, c'est la vraie limite physique, le point de non-retour dont on vient de parler. L'ombre, c'est une sorte de silhouette, projetée par le trou noir à cause de la lumière qui passe à proximité. En gros, pour bien comprendre ce que c'est, imaginez deux rayons de lumière. Le premier rayon est envoyé directement vers le trou noir. On sait qu'il ne reviendra pas puisqu'il est directement absorbé par le trou noir et passe l'horizon des événements. Maintenant, le deuxième rayon, on l'envoie en direction du trou noir, mais avec un certain angle pour qu'il passe à proximité et non pas directement dedans. À cause de l'attraction du trou noir, le rayon lumineux va voir sa trajectoire se courber, encore et encore, jusqu'à finir dans le trou noir. Le photon se fait finalement absorber alors qu'il n'a pas été envoyé directement dans le trou noir. Pour cette raison, le trou noir nous apparaît légèrement plus grand, et ça forme une zone d'obscurité apparente plus large que l'horizon lui-même, entouré d'un anneau de lumière hyper intense, l'anneau de photons. Et cette ombre-là, c'est ce qu'on peut observer avec nos instruments. Elle fait environ 2,6 fois le rayon de Schwarzschild, parce qu'on sait précisément la calculer, et c'est universel pour tous les trous noirs. Quand on parle de photographier un trou noir, en réalité, on capture son ombre. Et franchement, c'est déjà incroyable d'y arriver. Bref, des trous noirs, il en existe donc plein dans l'univers. Et certains sont proches, comme Sagittarius à étoile, à 26 000 années-lumière de là. D'autres sont très lointains, comme Ton 618, le plus gros trou noir connu aujourd'hui, à 10 milliards d'années-lumière d'ici. En y entrant, et si vous réussissez à passer son disque d'agression, et pour ça, bon courage, vous chuteriez pendant 12 jours. 12 jours à tomber sans relâche, dans le vide. Mais comment s'est-il formé ?
Récemment, James Webb a pris ces quelques images-là. Les scientifiques ont décidé d'appeler ces points les petits points rouges. James Webb, vous en avez déjà sûrement entendu parler. C'est l'un des meilleurs télescopes au monde. On utilise plusieurs télescopes pour voir et étudier l'univers, de plusieurs manières différentes. Il y a Hubble ou encore Chandra par exemple. Mais là où Hubble se concentre principalement sur l'observation dans la lumière ultraviolette, visible et infrarouge proche, James Webb, lui, va se concentrer sur l'infrarouge proche et moyen. Chaque télescope a donc ses spécificités. Et même si James Webb a été lancé après Hubble, il n'avait pas pour but de le remplacer. Son rôle était plutôt de compléter les observations déjà faites par Hubble. Et d'ailleurs, il se trouve bien plus loin que son prédécesseur, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un endroit qu'on appelle le point de Lagrange, L2. Ce point est super intéressant pour les télescopes parce que c'est un endroit où la gravité de la Terre et de la Lune se compensent. C'est-à-dire qu'un objet placé à cet endroit reste stable, mais est suffisamment près de la Terre pour que les données qu'il collecte soient envoyées rapidement aux scientifiques. Et c'est justement dans l'infrarouge que James Webb a fait ces observations-là. La lumière, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est composée de plusieurs longueurs d'onde. Il y a la lumière visible, celle qu'on peut voir avec nos yeux, et qui se décompose en couleurs, comme celle de l'arc-en-ciel. Mais il y a aussi des lumières invisibles à nos yeux, l'ultraviolet ou encore l'infrarouge. Certains objets dans l'univers brillent particulièrement plus dans l'infrarouge. C'est le cas de certaines exoplanètes, d'étoiles rouges ou encore de naines brunes. Ces objets sont trop froids pour émettre beaucoup de lumière visible, mais ils brillent très intensément dans l'infrarouge. Et c'est pour ça qu'il nous faut des instruments adaptés pour les observer et comprendre les mystères de notre univers. On a donc observé avec James Webb les spectres haute résolution de 12 petits points rouges. Et les scientifiques ont une hypothèse les concernant. En les comparant à des modèles de trous noirs, il semblerait que ces petits points rouges pourraient en fait être connectés à des phénomènes liés à ces mystérieux objets célestes. Il pourrait s'agir là de trous noirs en train de se former. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement. Mais avant de vous expliquer cette théorie, faisons un petit retour dans le passé pour mieux les comprendre. Tout commence avec Newton. On est au XVIIe siècle. Et lui, ce qu'il découvre, c'est que la gravité attire tout, même la lumière. En théorie, parce qu'on ne savait pas trop à l'époque si la lumière avait une masse ou non. Et c'est là que John Michell intervient, et pousse l'idée en 1783. Et s'il existait une étoile tellement massive, tellement compacte, que même ces petits grains de lumière ne pourraient pas s'en échapper. Ils appellent ça une étoile noire. L'idée est là, mais elle va tomber dans l'oubli pendant plus d'un siècle. Puis arrive Einstein, en 1915. Et là, on passe un cap. Einstein balance sa théorie de la relativité générale. Une nouvelle vision de la gravité, où les objets massifs déforment l'espace-temps. Et à peine quelques mois après, un mathématicien allemand du nom de Karl Schwarzschild trouve une solution très spéciale aux équations d'Einstein, alors qu'il est mourant sur le champ de bataille durant la Première Guerre mondiale. Une solution qui décrit exactement un trou noir. Sauf que lui, il n'utilise pas ce mot-là. À l'époque, on parlait plutôt de singularité gravitationnelle. Et même là, personne ne comprend vraiment ce que ça implique. Pendant des années, les physiciens se disent que c'est juste un bug mathématique, un truc pas réaliste. Mais dans les années 1930, il y a un basculement. Un jeune indien brillant, Chandrasekhar, montre qu'au-delà d'une certaine masse, une étoile ne peut plus résister à son propre poids. Elle finit par s'effondrer. Quelques années plus tard, Robert Oppenheimer entre en scène. En 1939, il calcule avec Snyder que cet effondrement pourrait mener à une région d'espace, fermée sur elle-même. Le sujet passe à la trappe à cause de la guerre qui est déclarée. Et c'est vraiment à partir des années 1960 que les choses deviennent sérieuses. On découvre des objets étranges dans le ciel, des quasars, des pulsars, des étoiles à neutrons. Et on commence à soupçonner qu'il y a des astres encore plus extrêmes là-haut. John Wheeler, un physicien américain, va populariser le terme Black Hole en 1967. En parallèle, des chercheurs comme Penrose et Hawking plongent dans les maths. Penrose montre que si un effondrement commence, rien ne peut l'arrêter. La singularité est inévitable. Et Hawking, lui, explore la physique des horizons. C'est lui qui va donner une autre claque, en disant que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Grâce à un effet minuscule très mystérieux, les trous noirs émettraient une minuscule radiation, la fameuse radiation de Hawking. Un trou noir pourrait donc s'évaporer, sur des milliards et des milliards d'années. Mais jusque-là, tout ça restait théorique. Il manquait la preuve directe, l'observation. Et elle va venir d'un bruit. En 2015, les détecteurs LIGO captent une onde gravitationnelle provenant de la fusion de deux trous noirs. Une minuscule vibration dans l'espace-temps, causée par la collision de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière.
Ces ondes, c'est un peu comme des vagues qui se propagent dans l'espace-temps. Quand deux objets massifs comme des trous noirs se rencontrent et fusionnent, l'espace-temps autour d'eux se déforme, un peu comme des ondulations dans l'eau quand on jette une pierre. C'est la première fois qu'on entend l'univers bouger à ce niveau-là. Cette distorsion se propage à la vitesse de la lumière, et c'est ce qu'on capte avec LIGO. Puis, d'autres fusions ont été observées. À partir de là, les trous noirs deviennent une réalité palpable. On ne les imagine plus, on les mesure. Puis en 2019, l'équipe de l'Event Horizon Telescope fait encore plus fort. Il capture pour la toute première fois l'ombre d'un trou noir, celui de la galaxie M87. Et c'est un exploit technique, parce qu'il s'agit d'un trou noir de 6,5 milliards de masses solaires, situé à près de 55 millions d'années-lumière de la Terre, dans la galaxie M87. Et ce qu'on voit là, c'est un disque lumineux entourant un cercle sombre, l'ombre du trou noir. En 2022, il recommence avec un autre monstre, Sagittarius à étoiles, le trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Celui-là est bien plus proche, à seulement 26 000 années-lumière. Mais contrairement à M87, ce trou noir est beaucoup plus agité, plus dynamique. Le gaz autour de Sagittarius à étoiles se déplace et change rapidement. Et pendant que tout ça se passe, on commence à comprendre un peu mieux comment ces trous noirs se forment. Mais il y a plusieurs scénarios. Dans certains cas, plusieurs étoiles peuvent fusionner. Dans d'autres, des étoiles très massives, dès la naissance, peuvent directement s'effondrer en trou noir, sans passer par la case de supernova. Et dans les jeunes galaxies, très tôt dans l'histoire de l'univers, il pourrait même y avoir eu des trous noirs primordiaux, formés juste après le Big Bang. Mais il est temps de se demander comment ces trous noirs sont-ils apparus dans l'univers? Et surtout, pourquoi certains sont-ils devenus aussi gigantesques? On commence à avoir une idée assez précise, mais chaque réponse soulève des tonnes de nouvelles questions. Pour commencer, il y a plusieurs types de trous noirs, et plusieurs scénarios possibles pour leur naissance. Dans le cas le plus connu, les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives arrivent en fin de vie. Une étoile passe la majeure partie de sa vie à maintenir un équilibre entre la pression de radiation et la gravité. Et cette pression qui naît dans le cœur des étoiles lui permet de résister à cette gravité. Une fois que l'étoile a épuisé son carburant nucléaire, l'équilibre est rompu. Elle ne produit plus assez d'énergie pour résister à cette gravité et la compenser. Alors, le noyau s'effondre. Mais avant cet effondrement, un phénomène spectaculaire se produit, la supernova. C'est une explosion gigantesque qui libère énormément d'énergie. À ce moment-là, la matière de l'étoile est propulsée à des vitesses colossales, souvent environ 25% de la vitesse de la lumière. Cette onde de choc déchire l'étoile, provoquant l'éclat d'une explosion visible à des millions d'années-lumière. Ce qu'il reste du noyau après l'explosion peut devenir un trou noir, si la masse est suffisamment grande. On estime qu'elle doit environ être à 3 masses solaires, donc 3 fois la masse de notre Soleil. Mais c'est pas la seule façon dont les trous noirs peuvent naître. Il y a une hypothèse qui fait encore débat, mais qui devient de plus en plus sérieuse. Celle des trous noirs primordiaux. Ces trous noirs auraient pu se former dans les premiers instants de l'univers, bien avant que les étoiles ne commencent à se former. L'idée, c'est qu'au tout début, dans les premières fractions de secondes après le Big Bang, l'univers était d'une densité et d'une température extrême. À cette époque, l'espace-temps était tellement agité qu'il aurait pu exister des zones où la matière pouvait se concentrer très fortement, formant alors des petits trous noirs. Ces trous noirs primordiaux n'auraient donc pas été le résultat de la mort d'étoiles, mais d'un effondrement direct de la matière dans un univers en expansion. Certains des trous noirs supermassifs qu'on observe aujourd'hui, comme M87 ou Sagittarius à étoiles, semblent avoir existé moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Si un trou noir primordial se formait au début de l'univers, il pourrait théoriquement avoir grandi très rapidement, grâce à l'accrétion de matière environnante. En absorbant tout ce qui se trouve autour de lui, un trou noir primordial pourrait devenir incroyablement massif, en quelques centaines de millions d'années. Une vitesse bien plus rapide que celle d'un trou noir formé à partir d'une étoile. Mais comment ces trous noirs primordiaux ont-ils pu croître aussi rapidement? Bien, d'abord, on sait que l'univers primitif était une soupe dense de matière et de radiation, pleine de gaz chauds, de particules et de poussière. Les trous noirs primordiaux auraient eu toute cette matière à leur disposition pour se nourrir et se développer. En grandissant, ces trous noirs auraient pu absorber des milliards de fois la masse de notre Soleil et potentiellement atteindre les tailles monstrueuses qu'on observe aujourd'hui dans les galaxies lointaines. Mais si cette théorie des trous noirs primordiaux se confirme, elle aurait des implications majeures dans notre compréhension
de la formation des trous noirs supermassifs. Alors non seulement elle pourrait expliquer la présence de ces géants dès les premières étapes de l'univers, mais elle pourrait aussi fournir un indice sur la nature de la matière noire. Cette mystérieuse substance qui compose une grande partie de l'univers, mais qu'on ne peut pas observer directement. Bref. Et donc, ces fameux petits points rouges observés par James Webb pourraient bien avoir un lien avec la formation des trous noirs. En fait, les scientifiques ont remarqué que les spectres des petits points rouges étaient fortement élargis, et ce, à cause de l'effet Doppler. Alors si ça vous dit quelque chose, vous savez qu'il s'agit du même phénomène qui se produit avec le camion de pompiers ou d'ambulance par exemple. Cette sirène devient plus aiguë lorsqu'elle se rapproche de vous et plus grave lorsqu'elle s'éloigne de vous. C'est exactement pareil ici, mais avec la lumière. Et pour les scientifiques, ça signifie une chose. Le gaz qui émet cette lumière tourne à une vitesse folle, à plus de 1000 km par seconde. Donc si cette matière tourne aussi vite, ça voudrait dire qu'elle gravite autour d'un trou noir supermassif et qu'elle alimente ce qu'on appelle un noyau actif de galaxies. Mais attention, c'est pas aussi simple que ça. Vous vous en doutez, cette théorie soulève quelques problèmes. Déjà, l'intensité de ces points rouges dans le spectre infrarouge est plutôt plate. Ça veut dire qu'elle ne varie pas beaucoup. Elle reste assez constante. Ces petits points rouges émettent aussi très peu de rayons X et d'ondes radio. Et là, ça devient intéressant. C'est assez inhabituel pour les noyaux actifs de galaxies. Normalement, ces zones sont beaucoup plus actives sur ces longueurs d'onde. Et aussi, les nuages qui entourent le centre des trous noirs devraient normalement être fortement ionisés. Autrement dit, il devrait y avoir une couche dense d'électrons libres qui entoure la galaxie. Du coup, une grande partie des rayons X et de la lumière radio devrait être absorbée par cette couche. Bon, avec tout ça en tête, les scientifiques ont proposé une nouvelle hypothèse. Si les rayons X et la lumière radio sont bloqués par ces nuages, alors ça signifierait que le trou noir produit de l'énergie de manière très intense. Et c'est ça qui permettrait aux petits points rouges de briller dans les longueurs d'onde rouges et infrarouges. Et c'est pour ça que les scientifiques en sont arrivés à une suggestion assez intéressante. Les petits points rouges observés par James Webb pourraient en fait être de très jeunes trous noirs supermassifs qui ont rapidement atteint leur maturité. Et cette étude a permis d'estimer la masse de ces trous noirs. Et la surprise, c'est que leur masse se situerait entre 10 000 et 1 million de fois la masse de notre Soleil. C'est inférieur à la masse des trous noirs supermassifs classiques qu'on observe aujourd'hui, mais ça reste bien en accord avec cette suggestion. Et ces petits points rouges, tels qu'on les observe, sont très vieux. Alors aujourd'hui, ils pourraient être beaucoup plus gros, bien plus massifs, et se trouveraient au centre de galaxies maintenant gigantesques. Alors la théorie, comme quoi des trous noirs auraient pu naître au tout début de l'univers et grandir au fil du temps, fonctionne avec cette observation. Alors faut bien comprendre que ce qu'on observe là ne sont pas réellement des trous noirs primordiaux. Enfin, en réalité, on n'en sait rien, puisqu'un trou noir primordial serait né bien avant cette époque, au tout début de l'univers. Mais bref, les trous noirs gigantesques sont-ils nés à partir de trous noirs primordiaux dès les premiers instants de l'univers? On ne sait pas pour l'instant. Faudrait observer encore et encore plus loin, et obtenir encore plus de données pour déterminer si cette théorie est viable ou pas. Mais si elle l'est, alors on saura enfin comment le trou noir au centre de notre galaxie s'est formé. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, de découvrir encore plus de choses sur les trous noirs, je vous mets un documentaire ici que j'avais fait il y a 1 an maintenant, qui a déjà 1 million de vues et que j'avais fait en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Et sinon, une vidéo sur la théorie des cordes qui est disponible ici, seulement pour les membres pour le moment. Merci encore aux membres qui ont rejoint la chaîne, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent aussi la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Zerolos, à plus tard.